J'étais capitaine de frégate, responsable de la sécurité à l'état-major. Un amiral fut invité à signer le livre d'or. En voyant la signature, je me suis figé. Mon amiral, c'est la signature de mon père, ai-je dit. Sous le choc, il lâcha son verre. Je m'appelle Claire Cartier, capitaine de frégate dans la Marine nationale, en charge de la sécurité du commandement de l'état-major à Toulon. Et le jour où j'ai vu la signature de mon père dans le livre d'or du commandement, tout ce que je croyais sur la loyauté, l'honneur et le devoir s'est fissuré. C'était une matinée ordinaire, ou du moins, elle était censée l'être. Le genre de journée où l'odeur du café flotte dans le couloir menant à la suite du commandement. Où les secrétaires échangent de discrets bonjours et où le drapeau à l'extérieur capte les premiers reflets dorés du soleil levant. J'avais passé les contrôles de sécurité 1 millier de fois. Scan du badge, briefing matinal, mise à jour du personnel, ronde d'inspection. Routine, familier, sûr, jusqu'à ce petit détail. Le registre des visiteurs indiquait que l'amiral, 2S, Marc Aumont viendrait signer le livre d'or du commandement. Une simple tradition cérémonielle pour les officiers supérieurs ayant servi sur la base. Rien de confidentiel, rien d'inhabituel, juste une photo, une poignée de main, une signature, quelques mots de remerciement pour leurs années de service. Je me souviens avoir lu son nom, m'être arrêté, sentant quelque chose de faible mais de vif en moi. Aumont. Ce n'était pas un nom rare, mais il a tiré un fil enfoui profondément dans ma mémoire, un fil lié à mon père. J'ai balayé cette pensée, me disant que ce n'était qu'une coïncidence, et je suis retourné vérifier le planning des entrées. À 9 heures, la voiture de l'amiral est arrivée sur le parking, une berline noire, plaque d'immatriculation officielle, rien de tape à accent grave-l'œil. Il est sorti avec la posture d'un homme qui avait commandé toute sa vie, cheveux blancs, chaussures cirées, une légère boiterie. L'âge ne l'avait pas adouci. Il l'avait distillé. Il a hoché la tête alors que je le saluais, ses yeux fermes mais fatigués. « Capitaine de frégate Cartier », dit-il, sa voix comme du gravier enrobé de formalité. « C'est un plaisir. »« Soyez le bienvenu au commandement, mon amiral », ai-je répondu. « Le livre d'or est prêt à l'intérieur. » Nous sommes entrés ensemble dans le hall d'honneur. L'endroit était silencieux, bordé de portraits encadrés et de vieux pavillons de campagne. Au centre, une simple table en chêne, un stylo plume et ce vieux livre d'or en cuir bleu. Je l'avais toujours aimé. Des pages épaisses comme l'histoire elle-même. Chaque signature, un chapitre de service. Chaque nom, un souvenir de sacrifice. L'amiral ajusta ses lunettes, prit le stylo et commença à signer. Sa main bougeait lentement mais avec une assurance exercée. Et puis, quelque chose en moi a sursauté. Mon regard a capté la courbe d'une lettre, l'inclinaison d'un trait. Mon souffle s'est coupé avant que je puisse le retenir. Cette écriture. C'était impossible. L'écriture de mon père était distincte, nette, délibérée, avec une légère inclinaison ascendante sur chaque R comme un optimisme gravé dans l'encre. Je ne l'avais pas vu depuis 1991, l'année où il a été porté disparu au cours d'une mission. Mais ce jour-là, sur cette page, la forme de la signature m'a frappé comme un éclair. Je me suis figé. Le hall semblait s'être tu. Mon amiral, ma voix est sortie plus faible que je ne l'aurais voulu. C'est la signature de mon père. Le stylo s'arrêta en plein vol. La main de l'amiral trembla. Pendant un long, insupportable moment, il ne m'a pas regardé. Puis il a tendu la main vers le verre d'eau à côté de lui, ses doigts glissant juste assez pour qu'il bascule et se brise sur le sol. Il n'a même pas tressailli au bruit. Au lieu de cela, il s'est tourné, les yeux écarquillés, pâle comme la cendre. « Vous n'auriez pas dû voir ça, dit-il doucement. » L'air entre nous s'est épaissi. Je pouvais entendre le lent goutte à goutte de l'eau du verre brisé, le bourdonnement des lumières au plafond. « Que voulez-vous dire ?» ai-je demandé, forçant ma voix à rester stable. Mon amiral, c'est le nom de mon père, le capitaine de corvette Daniel Cartier. L'amiral cligna des yeux, pressant son pouce contre l'arête de son nez comme un homme luttant contre quelque chose de lourd. Oui, dit-il enfin. Je sais qui il était. Était, ai-je répété, le mot s'éraflant dans ma gorge. Vous voulez dire Il est toujours porté disparu. Il a expiré entre ses dents, sans répondre. Puis, d'une voix trop basse pour que quiconque d'autre puisse l'entendre, il a murmuré, certaines choses sont laissées ainsi pour une bonne raison. J'ai senti le sol basculer sous mes pieds.
20 ans de discipline n'ont pu arrêter le flot qui montait dans ma poitrine, la colère, la confusion, la douleur d'une fille qui avait attendu la vérité la moitié de sa vie. Je pense que je mérite de savoir pourquoi sa signature se trouve dans notre livre d'or actuel, mon amiral, ai-je dit. Ma voix tremblait, mais les mots sont sortis nets. L'amiral me fixa, non pas comme un officier supérieur, mais comme un homme acculé par sa propre conscience. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'ordonner de laisser tomber. Au lieu de cela, il s'est détourné, les épaules lourdes. Votre père était un homme bien, murmura-t-il. Meilleur que la plupart. Mais vous feriez bien de laisser cette affaire tranquille. Et puis il est parti, ses pas lents et délibérés résonnant dans le couloir, chacun plus lourd que le précédent. Je suis resté là longtemps après son départ, fixant l'encre qui séchait encore sur la page. La même écriture qui avait autrefois signé mes bulletins scolaires, mes lettres d'anniversaire, mon brevet d'officier, maintenant piégé dans un livre que personne n'était censé remettre en question. Dehors, la base continuait comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose en moi avait basculé pour toujours. Cette nuit-là, longtemps après que tout le monde soit parti, je suis retourné seul dans le hall d'honneur. Les lumières de service vacillaient faiblement sur les portraits. J'ai rouvert le livre d'or, traçant le nom de mon père du bout du doigt. Daniel Cartier. Le même trait assuré, la même inclinaison ascendante sur le R. Et à côté, une date qui n'avait aucun sens. Signé le 15 avril 2022. Il était porté disparu depuis 1991. Un instant, ma respiration est devenue courte. Puis l'entraînement a pris le dessus. Calme, contrôle du pouls, respiration, analyse des données. Mais aucune logique ne pouvait expliquer cela. Était-ce un faux? Une sorte de mauvaise blague? Ou venais-je de découvrir quelque chose de bien plus grand, une vérité enterrée sous des décennies de silence? Tout ce que je savais, c'est que quelqu'un avait écrit ce nom pour une raison, et j'avais l'intention de découvrir qui et pourquoi. J'ai refermé le livre avec précaution, sentant le poids de l'histoire entre mes mains. En me tournant pour partir, le reflet du vieux drapeau sur le mur a attiré mon regard, le même que mon père avait salué le jour de son départ pour sa dernière mission. Au fond de moi, un souvenir a murmuré, ne confonds jamais le silence avec la paix, Clairette. Parfois, le silence cache le combat qui mérite d'être terminé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Cette signature, le fantôme de mon père écrit à l'encre, venait de me rappeler à mon devoir. Le lendemain matin, la base semblait différente, plus silencieuse, bien que rien sur le papier n'ait changé. Les mêmes officiers dans le couloir, le même bourdonnement des néons, la même odeur de café brûlé du mess. Mais sous tout cela, je sentais ce courant étrange, comme une basse vibration sous le plancher. Une fois que vous le remarquez, vous ne pouvez plus l'ignorer. J'ai passé la première moitié de la journée à faire semblant de travailler. Mon esprit n'était pas sur les registres de sécurité ou les rapports de personnel. Il était sur une page de cuir bleu, 2 étages plus bas, avec une encre encore fraîche à côté d'une date qui ne devrait pas exister. À 11 heures, j'ai vérifié le dossier d'habilitation des visiteurs. Le rendez-vous de l'amiral Marc Aumont avait été entré manuellement par le bureau administratif. Aucune confirmation numérique, aucun horodatage d'entrée. C'était déjà étrange. Les officiers à la retraite passaient généralement par les affaires publiques, pas par la planification interne. Quelqu'un voulait que cette visite paraisse routinière. J'ai tapé son nom dans les archives du personnel. Marc J. Aumont, retraite en 2002. Ancien commandant, division du renseignement naval, commandement de l'Atlantique Nord. Mon estomac s'est noué. Le renseignement naval. C'était la branche de mon père. J'ai imprimé son dossier, l'ai glissé sous mon bras et dit à mon assistant que je partais pour une réunion extérieure. En vérité, j'allais à l'ancienne salle des archives, un bunker sans fenêtre qui sentait la poussière et l'huile de machine, où les paperasses oubliées venaient mourir. Le commis de service a levé les yeux de ses mots croisés. Capitaine de frégate Cartier, dit-il. On ne vous voit pas souvent par ici. Je fais un suivi sur une entrée dans le livre d'or du commandement, ai-je dit. J'ai besoin de tout ce que nous avons sur les précédentes affectations de l'amiral, 2S, Aumont. Il a froncé les sourcils, puis a ouvert une armoire en acier. La plupart de ces trucs sont à moitié caviardés. Vous êtes sûr de vouloir plonger dans ce marécage? J'y suis déjà jusqu'aux genoux, ai-je répondu.
Il m'a adressé un petit sourire et m'a tendu une boîte en carton estampillée confidentiel, déclassification en attente 2041. À l'intérieur se trouvaient des dossiers jaunis, des mémos de terrain et un mince dossier marqué quartier D. Mon souffle s'est coupé. Je l'ai ouvert avec précaution. Les pages étaient fragiles, les bords recourbés. La dernière entrée était datée du 14 août 1991. Sujet transféré à la revue du renseignement en attente d'enquête. Statut, porté disparu sous examen. Aucune note de clôture, aucune correspondance familiale, rien. Juste le silence. Mon père avait disparu alors qu'il était sous examen par le renseignement naval, le service de l'amiral Aumont. Je suis resté assise là un long moment, traçant l'encre avec mon pouce, essayant de me souvenir de mon père la dernière fois que je l'avais vu. J'avais 9 ans. Il s'était agenouillé près de la balançoire du Porsche, ajustant ma petite veste bleu marine qu'il avait achetée à la boutique de la base. « Tiens-toi toujours droite, ma petite Clairette », avait-il dit, écartant les cheveux de mes yeux, même quand le monde ploie. Puis il s'était éloigné et n'était jamais revenu. En fin d'après-midi, je savais que je ne pouvais plus rester assise avec des fantômes. Si je voulais des réponses, je devais les obtenir du seul homme encore en vie qui connaissait l'histoire. J'ai trouvé le numéro de l'amiral dans l'annuaire des officiers à la retraite. Son assistante a répondu d'un ton sec. Bureau de l'amiral Aumont. Ici le capitaine de frégate Cartier, du commandement de l'état-major. J'aimerais solliciter un entretien privé. Une pause. Puis, est-ce à propos d'hier? Oui. Une autre pause, plus longue cette fois. L'amiral ne va pas bien, mon commandant. Mais si vous insistez, il peut vous recevoir à sa résidence à 19 h. Ne venez avec personne d'autre. La ligne a été coupée. Ce soir-là, j'ai pris la route vers la presqu'île de Saint-Mandrier. L'autoroute s'estompait en longues étendues de pins et de ciel ambré. Sa maison se dressait seule sur une falaise surplombant la baie, un pavillon de style colonial, soigné mais solitaire. La lumière du Porsche était déjà allumée. Il a ouvert la porte lui-même, vêtu d'un pull gris au lieu d'un uniforme, sa posture légèrement voûtée. « Capitaine de frégate Cartier », dit-il. « Je pensais bien que vous appelleriez. »« Mon amiral », ai-je répondu. « Vous m'avez laissé avec des questions. » Il m'a fait signe d'entrer. Le salon sentait légèrement le cognac et le vieux papier. Sur la cheminée, des photographies encadrées, des médailles, des navires, des visages d'hommes en uniforme de différentes décennies. Une photo m'a glacé, mon père, souriant, à côté d'un Marc Aumont plus jeune. « Asseyez-vous », dit l'amiral doucement. « Avant de commencer, comprenez bien ceci, je ne vous dois aucune explication. Ce que je dois, c'est une promesse que j'ai faite il y a longtemps. Avec tout mon respect, mon amiral, ai-je dit, cette promesse a coûté 30 ans de silence à ma famille. » Il a baissé les yeux sur ses mains, les veines comme des cordes sous une peau pâle. « Votre père était le meilleur officier que j'ai jamais commandé. Il avait quelque chose que la plupart d'entre nous avions perdu, une conscience. Il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Des choses qui rendaient des hommes puissants nerveux. Quelles choses, ai-je demandé? Des contrats d'armement. Un fournisseur privé acheminant du matériel défectueux à l'étranger. Des hommes sont morts à cause de ça. Il a essayé de le dénoncer, mais il y avait des noms au-dessus de lui qui voulaient que ce soit enterré. On m'a ordonné de le contenir. Au lieu de ça, je lui ai donné le temps de disparaître. J'ai senti ma gorge se serrer. Disparaître? Il n'est pas mort, Claire. Il est parti. Nouvelle identité, vie tranquille, quelque part loin d'ici. C'était le seul moyen de le garder en sécurité et d'empêcher la marine de s'autodétruire. J'ai secoué la tête. Ça n'a pas de sens. Son dossier de portée disparu, c'est moi qui l'ai rempli, dit-il. Pour le protéger, et vous protéger. Alors pourquoi signer le livre d'or, ai-je exigé. Pourquoi maintenant? Ses yeux se sont adoucis, vieux hélas. Parce que le temps presse. Il m'a demandé de laisser une preuve pour que, lorsque vous seriez prête, vous la trouviez. Je suis restée assise là, abasourdie, les mots résonnant dans ma tête comme des pings de sonar. Mon père, vivant, quelque part. L'amiral s'est levé lentement, s'est dirigé vers un coffre en bois près de la fenêtre et en a sorti une enveloppe scellée à la cire frappée de l'encre de la marine. Il m'a dit de vous donner ça quand je ne pourrai plus le cacher. Je l'ai prise, mes doigts tremblants.
L'enveloppe était lourde. L'écriture sur le devant était sans équivoque, pour Claire. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis la voix de l'amiral s'est brisée. J'ai porté ma part de péché, capitaine de frégate. Certains par devoir, d'autres pour survivre. Mais celui-ci était par amour. Dehors, le vent bruissait dans les arbres de la baie. Je voulais parler, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est hocher la tête. Quand j'ai quitté sa maison, l'enveloppe reposait sur le siège passager, brillant sous la lumière du tableau de bord comme une chose vivante. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Pendant 30 ans, j'avais voulu la vérité. Maintenant, je n'étais plus sûr de pouvoir la supporter. J'ai repris la route vers la base. La route était déserte, l'air nocturne frais et lourd. Le verre qui s'était brisé dans sa main ce matin-là ressemblait à un miroir. 2 vies se brisant en même temps. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe cette nuit-là. Elle est restée sur la table de ma cuisine, sous la faible lumière jaune, à côté d'une tasse de café intacte et depuis longtemps refroidie. Le seau de cire avec l'encre de la marine me fixait comme un œil, sans ciller, patient, me défiant presque de le briser. Je me suis dit que j'attendrais le matin. Mais le matin est venu, l'enveloppe était toujours là, et la peur aussi. C'est étrange, on peut faire face à des munitions réelles, diriger un détachement de sécurité lors d'exercices d'alerte maximale, gérer des menaces avec des mains fermes, mais quand il s'agit d'une seule lettre de votre propre père, vos genoux flageolent. À cette heure, j'ai décidé que je ne pouvais pas la lire seul. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère, une petite maison de plein pied près de la Seine-sur-Mer. La peinture était passée, mais elle gardait toujours le porche impeccable, mâts de drapeau, carillons, rosiers qui fleurissaient même pendant les mauvaises saisons. Quand elle m'a vu, elle a souri, puis a froncé les sourcils. « Claire, on dirait que tu as vu un fantôme. » C'est peut-être le cas, ai-je dit doucement, posant l'enveloppe sur le comptoir. Elle a fixé le seau de cire. Sa main est allée à sa bouche. « Où as-tu eu ça ?»« De l'amiral Aumont. » Son visage a perdu toute couleur. « Il est encore en vie ?» J'ai hoché la tête. Il a dit que papa l'était aussi. Un instant, elle est restée là à regarder, les yeux vitreux. Puis elle s'est affalée sur une chaise, comme si toute sa force l'avait quittée. Claire, si c'est une cruelle erreur. C'est son écriture, maman. C'est réel. Ses mains tremblaient en touchant l'enveloppe. Il avait promis de ne plus jamais nous contacter. Il a dit que c'était plus sûr comme ça. Je me suis assise en face d'elle. Plus sûr de quoi? Elle a baissé les yeux. De gens qui se disaient patriotes mais qui vendaient leur âme pour des contrats et des faveurs. D'hommes qui préféraient tuer un bon officier plutôt que d'admettre qu'ils avaient tort. Ma gorge s'est asséchée. Tu savais. Je savais des bribes, dit-elle doucement. Ton père m'en a dit assez pour que je comprenne qu'il s'était fait des ennemis au placé. Quand il a disparu, j'ai reçu la visite d'un homme en uniforme, pas Aumont. Quelqu'un d'autre qui a dit que si je voulais que tu sois en sécurité, je ne devais jamais poser de questions. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que tu avais 9 ans et que tu lui ressemblais déjà, têtu et intrépide. Je pensais que la marine te donnerait un but, pas qu'elle rouvrirait sa blessure. Je l'ai regardée, cette femme qui avait maintenu notre monde à flot avec le silence. Et soudain, je n'étais plus en colère. Je sentais juste le poids de 3 décennies peser sur nous deux. Finalement, elle a dit, ouvre-la. J'ai brisé le seau avec précaution. À l'intérieur, 3 pages manuscrites, datées de 6 mois plus tôt. L'encre avait bavé par endroits, comme si elle avait été écrite à la hâte ou avec des larmes à proximité. Claire, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu rester caché pour toujours. Je ne suis pas parti parce que j'avais cessé de t'aimer. Je suis parti parce que l'amour était le seul moyen de te protéger de ce qui allait arriver. J'ai refusé d'approuver une livraison d'armes destinée à des alliés, mais équipée de systèmes de guidage défectueux. Aumont m'a aidé à simuler ma mort avant que les hommes derrière tout ça puissent me faire taire. Il a accepté le déshonneur pour que je puisse disparaître. Il porte ce fardeau depuis 30 ans. Ne le hais pas, Claire. Il a sauvé ma vie, et la tienne. Si tu veux me trouver, ne cherche pas à Paris, mais à Sète. Il y a un bateau nommé le Sillage de l'Honneur. J'attendrai jusqu'à ce que la mer m'emporte. J'ai lu la lettre 2 fois avant de pouvoir respirer à nouveau. Ma mère pleurait doucement. Sète, murmura-t-elle.
C'est là que nous avons passé notre lune de miel. J'ai plié la lettre délicatement. Alors c'est là que je vais. Elle a attrapé ma main. Claire, attends. Après toutes ces années, et s'il était parti? Alors je me tiendrai là où il s'est tenu pour la dernière fois, ai-je dit. J'ai attendu les fantômes assez longtemps. L'après-midi, j'étais sur l'autoroute en direction du sud. La radio passait de vieilles chansons de folk que mon père fredonnait. Le vent par la fenêtre portait le sel de la Méditerranée. Chaque kilomètre me donnait l'impression de me défaire d'un uniforme fait de vieux silences. Quand je suis arrivé à Sète, le port de Plaisance semblait hors du temps. Des pontons en bois à la peinture écaillée, des mouettes criant au-dessus de nos têtes. Des pêcheurs remontaient leurs filets. Des touristes prenaient des photos près du phare. Je les ai tous dépassés, scrutant les bateaux jusqu'à ce qu'un nom m'arrête net, le sillage de l'honneur. Le navire était petit, modeste, mais propre. Quelqu'un en prenait soin. Je suis monté à bord lentement, le cœur battant, et j'ai appelé « Bonjour ». La voix d'un homme a répondu depuis la cabine. Rauque, plus âgée, mais toujours forte. « Je peux vous aider ?» Il est sorti. Potané par le soleil, barbe grise, des yeux vifs et incroyablement familiers. Mes genoux ont failli lâcher. « Papa. » Il s'est figé une seconde. Aucun de nous ne respirait. Puis il a dit clair, comme si prononcer mon nom lui redonnait 30 ans d'air dans les poumons. Je n'ai pas couru vers lui tout de suite. Je suis juste resté là, à le regarder, essayant de fusionner le fantôme de mes souvenirs avec l'homme devant moi. Finalement, je me suis approché. Tu es vivant. Il a hoché la tête, les yeux humides. Pas fier de la manière, mais oui. J'ai lu ta lettre. Alors tu sais tout. Assez, ai-je dit. Assez pour haïr ce qu'ils ont fait. Mais je ne sais pas pourquoi tu nous as laissé croire que tu étais mort. Il a soupiré, se frottant le visage. Parce que la marine n'était plus la même. J'avais des preuves, des choses qui auraient brûlé des hommes bons avec les coupables. Je pensais que disparaître arrêterait le cycle. J'avais tort. La colère que je pensais apporter avec moi s'est dissoute en quelque chose de plus lourd. Tu aurais pu me faire confiance, ai-je dit doucement. C'est ce que j'ai fait, a-t-il répondu. C'est pour ça que je suis parti. Je savais que tu porterais le nom de Cartier avec honneur, même quand ils essaieraient de le souiller. Le vent du port soufflait entre nous, salé et chaud. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs, mais ses yeux avaient toujours cette constance calme, les mêmes yeux qui m'avaient appris à viser, à saluer, à dire la vérité même quand elle blesse. J'ai voulu rentrer tant de fois, dit-il. Aumont m'a supplié de ne pas le faire. Il disait que tu avais une vie, une carrière, que déterrer le passé ne ferait que te blesser. Il avait tort, ai-je dit doucement. Le silence a fait plus de mal. Il a hoché la tête lentement, est entré dans la cabine et en a sorti une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait son vieil insigne de la marine, poli, précieusement conservé. Ceci appartenait à mon père, dit-il. Et à son père avant lui. C'est à toi maintenant. Je l'ai tenu dans mes paumes. Frais, lourd, familier. Papa, ai-je dit, la voix brisée. Je dois réparer ça. Les gens devraient savoir la vérité. Il a regardé vers le large. La vérité ne sauve pas toujours les réputations, Claire. Parfois, elle sauve les âmes. Je n'ai pas répondu, mais dans mon cœur, je savais qu'il ne s'agissait plus seulement de laver son nom. Il s'agissait de restaurer quelque chose de plus grand. La foi en ce que l'honneur signifie encore. Cette nuit-là, je suis resté sur le bateau. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, de maman, des années qu'il avait manquées, d'un pardon pour lequel aucun de nous n'avait de mots. Et quand le soleil s'est levé sur la baie, j'ai réalisé que l'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores de la cabine et dessinait de fines lignes dorées sur la table où mon père était assis, les mains enroulées autour d'une tasse de café ébréché. Un instant, cela parut presque normal, un père et sa fille partageant un petit déjeuner au bord de l'eau. Puis le silence entre nous me rappela que 3 décennies se dressaient entre nos mots. Il avait l'air plus vieux, bien sûr, les cheveux grisonnants, la peau burinée par le sel et le soleil, mais il y avait toujours cette acuité familière dans ses yeux, cette concentration stable qui effrayait autrefois des lieutenants de la moitié de son âge. « Est-ce que maman savait que tu étais vivant » ai-je demandé. Il hésita.
Aumont lui en a dit assez pour vous garder en sécurité toutes les deux. Elle était plus forte que nous ne le pensions. J'ai hoché la tête lentement. Elle gardait ta photo sur le piano, l'époussetait tous les dimanches. Elle disait que ça lui rappelait que le silence n'est pas la même chose que l'oubli. Il sourit faiblement. Ça lui ressemble bien. Je me suis penché en avant. Tu as dit dans ta lettre que tu avais refusé de signer un contrat. Celui qui a tué des soldats. Que s'est-il vraiment passé? Il prit une profonde inspiration. Ça a commencé comme une inspection de routine. Un sous-traitant nommé Système Alcyon. Il fournissait des modules de navigation à des partenaires étrangers. J'ai trouvé des anomalies. Les données des tests internes avaient été falsifiées. Un lot d'équipements était défectueux, dangereusement. Quand j'ai soulevé le problème, on m'a dit de me retirer. Sa voix se fit plus basse. Une semaine plus tard, le rapport a disparu. 2 hommes des achats de la défense m'ont rendu visite. Ils ont laissé entendre que ma carrière prendrait fin si je ne coopérais pas. Aumont était mon commandant à l'époque. Il m'a prévenu qu'il me ferait disparaître si je continuais à creuser. Il n'avait pas tort. Je sentis ma poitrine se serrer. Alors ils t'ont piégé? Ils n'en ont pas eu besoin. Ils ont juste laissé le temps m'enterrer. Aumont a falsifié une note interne me déclarant sous enquête et m'a aidé à disparaître avant qu'ils ne puissent agir. Il aurait dû prendre sa retraite en héros. Au lieu de cela, il a porté la culpabilité d'un fantôme. Et Alcyon, ai-je demandé. Prosper, dit-il amèrement. Nouveau nom, nouveau contrat, nouveaux politiciens les soutenant. Des visages différents, le même jeu. J'ai regardé par le hublot la marina calme. Et maintenant? On les dénonce? Il secoua la tête. Nous ne sommes pas dans un tribunal, Claire. Nous sommes dans le monde réel, et dans le monde réel, la vérité sans le bon timing est un suicide. Ces mots m'ont frappé plus durement que je ne voulais l'admettre. Pourtant, le soldat en moi s'est hérissé. Si nous ne le disons pas, il gagne. Il m'a étudié un long moment. Tu parles comme moi à ton âge. Mais souviens-toi, la justice n'est pas la vengeance. C'est faire ce qui est juste, même quand ça te coûte. J'ai baissé les yeux sur la boîte d'insignes posée entre nous. Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un paie ce prix. Il sourit tristement. Cette personne ne devrait pas être toi. Nous sommes restés en silence un moment. Dehors, des pêcheurs s'interpellaient sur les quais et des mouettes tournaient au-dessus des mâts. Le monde continuait, inconscient de notre petite tempête. L'après-midi, je l'ai convaincu de me laisser prendre une copie de ses anciens dossiers de service. Il avait un dossier caché sous la couchette, des papiers fragiles, de vieilles photographies, des reçus, des notes manuscrites, même une cassette délavée étiquetée et des briefings de terrain, 1991. Je ne sais pas si tout ça a encore de l'importance, dit-il. Ça en a pour moi, ai-je répondu. J'ai numérisé les documents dans une petite imprimerie près du port. Quand je suis revenu, il était assis sur le pont, les yeux fixés sur l'horizon. Tu sais, dit-il, il y a quelque chose de poétique là-dedans. J'ai passé ma vie à servir un système qui a essayé de m'effacer. Et maintenant, ma propre fille, capitaine de frégate de ce même système, est là pour me ramener. Ce n'est pas le système, papa, ai-je dit doucement. Ce sont les gens à l'intérieur. Certains le brisent, d'autres le reconstruisent. Il hocha la tête, puis regarda au-delà de moi, l'expression illisible. Fais-tu confiance à Aumont? J'ai hésité. Je ne sais pas. Il avait l'air hanté, comme un homme qui porte un secret depuis trop longtemps. C'est exactement pour ça qu'il est dangereux, murmura papa. La culpabilité rend les hommes imprévisibles. Ce soir-là, après le dîner, j'ai marché le long de la jetée pendant qu'il restait à nettoyer le pont. Le vent s'était levé, tirant sur les mèches de mes cheveux. Un petit groupe d'anciens combattants était assis près du phare, échangeant des histoires, leur rire porté par l'eau. L'un d'eux m'a fait un signe de la main, un ancien de l'infanterie de marine avec une casquette délavée. « Bonsoir, mon commandant, dit-il. J'ai hoché la tête. « Bonsoir. Le bateau nommé le Sillage de l'Honneur, c'est à vous? » À mon père, ai-je dit. Il a souri. Un homme bien, qui qu'il soit. Il répare toujours nos problèmes de moteur sans prendre un centime. Vous êtes sa fille. J'ai souri faiblement. Oui, je suppose que oui. En revenant,
quelque chose dans cet échange est resté avec moi. La façon dont l'homme avait dit « un homme bien ». Malgré toute la douleur, toute la clandestinité, mon père n'était pas devenu amer. Il avait vécu tranquillement, aidant les autres, portant son fardeau avec humilité. À l'intérieur de la cabine, il dormait déjà. La lettre de l'enveloppe d'Aumont était pliée soigneusement à côté de lui. Je l'ai observé un instant, le soulèvement régulier de sa poitrine, et j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en colère. J'étais fier. Le lendemain, j'ai repris la route pour Toulon. Le bâtiment du commandement s'élevait du rivage comme un mur de verre et d'acier, net, impassible. Je me suis garé près de l'entrée sud, badge accroché, uniforme repassé. Je suis allé directement au bureau des archives. Capitaine de frégate Cartier, dit le commis, surpris. Vous êtes de retour plus tôt que prévu. J'ai besoin d'accéder au dossier d'achat de 1991 à 1993, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. Ils sont classifiés. Pas pour longtemps, ai-je répondu, glissant un formulaire d'autorisation signé sur le bureau. La signature d'Aumont en bas. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous avez son approbation? Apparemment, il croit encore qu'il faut faire ce qui est juste. J'ai passé les 3 heures suivantes enfouies dans les documents. La plupart des dossiers étaient banals, mais un dossier marqué Système Alcyon, mémos internes a attiré mon attention. Attaché à un rapport trimestriel se trouvait un reçu pour des unités de remplacement daté du 12 août 1991, 2 jours avant la disparition de mon père. La signature d'approbation, Aumont. Mon pouce accéléra. Avait-il déjà usurpé le nom de mon père auparavant? La signature dans le livre d'or était-elle un avertissement ou un aveu? Au moment où le soleil plongeait derrière les tours de la base, je savais que je devais revoir l'amiral, non pas comme une subordonnée, mais comme la fille de l'homme dont le fantôme hantait encore sa conscience. Ce soir-là, je suis retourné à Saint-Mandrier. Sa maison était sombre, à l'exception d'une lumière dans le bureau. J'ai sonné. Il a ouvert la porte lentement, l'expression lasse. Je me demandais quand vous viendriez. J'ai brandi le document. Vous m'avez dit que vous l'aviez sauvé. Mais ceci. Votre signature, les rapports manquants. Que s'est-il vraiment passé, mon amiral? Il m'a regardé, les yeux vides. J'ai fait ce que je devais faire pour le garder en vie. Alors pourquoi cela ressemble-t-il encore à une dissimulation, ai-je demandé. Parce que c'en était une, a-t-il chuchoté, mais pas celle que vous croyez. Il m'a fait signe d'entrer, refermant la porte derrière nous d'un clic lent et fatigué. La maison sentait légèrement le cèdre et le cognac. La même photographie que j'avais vue auparavant, mon père et lui debout côte à côte en tenue de cérémonie blanche, était maintenant posés face contre la cheminée. L'amiral Aumont se dirigea vers la table, ses mouvements lourds comme ceux d'un homme traînant le passé à chaque pas. Il se versa un verre d'eau cette fois, pas de whisky, sa main tremblant légèrement alors qu'il parlait. « Asseyez-vous, mon commandant, dit-il. Vous méritez la vérité, mais elle ne sera pas agréable une fois que vous l'aurez. J'ai vécu 30 ans sans elle, ai-je répondu. Je prendrai la douleur. Il eut un petit rire creux. C'est exactement ce que votre père a dit. Il s'assit, prit une inspiration et commença. En 1991, votre père et moi faisions partie d'une équipe d'examen du renseignement enquêtant sur les systèmes Alcyon. Ce qui a commencé comme un petit audit s'est transformé en un nid de frelons. L'entreprise avait des amis, des sénateurs, des sous-traitants, même quelques-uns au sein de la marine. Dès que nous avons commencé à poser des questions, des portes se sont fermées. Puis des hommes ont commencé à mourir dans des accidents qui n'en étaient pas. Il s'interrompit, les yeux fixés sur un point lointain. Daniel a trouvé la preuve que quelqu'un au sein du ministère des Armées approuvait des livraisons qui n'existaient pas. De l'argent était détourné vers des comptes offshore. Des milliards. Il les a confrontés. Je lui ai dit d'être prudent. Il a répondu, l'honneur ne chuchote pas, Marc. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Quand les menaces sont arrivées, continua Aumont, on m'a ordonné de neutraliser le problème. J'ai refusé, alors ils ont donné l'ordre à quelqu'un d'autre. C'est là que j'ai su que je devais le faire disparaître. Nous avons mis en scène sa mort, un accident d'hélicoptère lors d'un transport classifié. J'ai signé le rapport falsifié. Cela a enfreint toutes les règles que j'avais juré de respecter, mais ça lui a sauvé la vie. Je me suis penché en avant, agrippant le bord de la table.
Donc, vous le protégiez, lui et la marine? Il hocha lentement la tête. Les deux. La vérité aurait incendié l'institution. Il a accepté de disparaître. J'ai pris le blâme, et la corruption a continué sous de nouveaux noms. J'ai secoué la tête. Alors la pourriture est restée. Elle reste toujours, dit-il doucement. Mais les hommes derrière tout ça sont plus vieux maintenant, certains sont partis, d'autres prétendent encore servir le pays qu'ils ont vendu. Pourquoi me le dire maintenant, ai-je demandé. Il me regarda, puis me regarda vraiment, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Parce qu'il surveille à nouveau. Quelqu'un a rouvert les dossiers Alcyon la semaine dernière. Cette signature dans le livre d'or. Ce n'était pas juste de la nostalgie, Claire. C'était un avertissement. Quelqu'un au sein du commandement fouille là où il ne devrait pas. Mon cœur se serra. Vous pensez qu'ils s'en prendront à nouveau à lui? Je pense qu'ils s'en prendront à vous. Les mots ont atterri comme des coups de feu. Il a fait glisser une petite clé USB sur la table. Ceci contient tout ce qu'il me reste. Email, registre, non. J'ai caché des copies, mais c'est l'original. Gardez-la en sécurité. S'il découvre que vous m'avez parlé, niez tout. Je ne vais pas me cacher, mon amiral, ai-je dit. J'ai passé ma vie à défendre des règles écrites par des hommes qui les enfreignent. C'est terminé maintenant. Il sourit faiblement, secouant la tête. Vous parlez exactement comme lui. Dehors, le tonnerre gronda faiblement sur la baie. La pluie commença à taper sur les fenêtres, rythmée, régulière. Aumont se leva lentement, se dirigea vers l'étagère et prit la photographie de lui et de mon père. Il essuya la poussière. Nous étions jeunes, nous croyions pouvoir changer le monde. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Le temps, dit-il simplement. Et la peur. Il se tourna vers moi, ses yeux brillants sous la lumière de la lampe. Promettez-moi une chose, mon commandant. Si vous commencez à creuser, vous finirez ce qu'il a commencé. Ne mourrez pas à moitié pour ça comme je l'ai fait. J'ai pris la clé. Je le finirai. Alors que je me tournais pour partir, il dit doucement, si vous avez besoin de joindre votre père, n'appelez pas utiliser le nom ou le sillage de l'honneur dans une transmission sécurisée. Il saura que c'est vous. J'ai hoché la tête, le cœur battant. De retour dans ma voiture, je suis resté assise dans le noir un long moment, la pluie striant le pare-brise comme de lentes larmes. La clé USB semblait lourde dans ma poche, plus lourde que n'importe quelle arme que j'avais jamais portée. J'ai pensé au visage de mon père quand je l'ai trouvé, à la façon dont il avait souri à travers ses regrets. J'ai pensé à l'endurance silencieuse de ma mère. Et j'ai pensé à toutes les jeunes recrues qui me saluaient chaque matin, croyant en un système que je savais maintenant fissuré sous la surface. Quand j'ai atteint la base, il était plus de minuit. Les portes étaient fermées. Les gardes ont salué à mon passage. Je suis allé directement à mon bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai branché la clé dans mon terminal crypté. L'écran s'est rempli de fichiers, de contrats numérisés, de virements bancaires, de noms de responsables de la défense. J'ai reconnu des sénateurs que j'avais briefés, des entreprises que j'avais visitées. Tout était là. Un dossier s'est démarqué. Projet Oracle 1991. Il comprenait un mémo d'Alcyon à un agent de liaison du gouvernement autorisant une démonstration contrôlée de systèmes de navigation modifiés. La signature en bas n'était pas celle d'Aumont. C'était celle de quelqu'un d'autre, le vice-amiral Guillaume de Villiers, actuel chef des achats, toujours en service actif. La prise de conscience m'a frappé comme un coup. La corruption n'était pas morte avec la guerre froide. Elle avait juste changé d'uniforme. J'ai imprimé le mémo, l'ai enfermé dans mon coffre-fort et j'ai fixé le mur un long moment. Deux chemins s'offraient à moi. Les dénoncer et détruire des carrières, peut-être des vies, ou me taire et laisser l'histoire enterrer à nouveau la vérité. Mais le mot bonheur dans le nom du bateau de mon père ne laissait aucun doute sur le chemin que j'emprunterais. Le lendemain matin, j'ai demandé une autorisation d'audit interne sous mon habilitation de sécurité. Le commis a cligné des yeux, confus. Mon commandant, vous demandez un examen des comptes d'achat du début des années 90. C'est exact. Il a hésité. Est-ce une affaire officielle? J'ai rencontré son regard. Il est temps que ça le devienne. Il a tamponné la demande, ne sachant pas s'il signait de la paperasse ou un morceau d'histoire. Ce soir-là, j'ai appelé mon père en utilisant une ligne cryptée de la marine.
Quand il a répondu, sa voix était prudente. Le sillage de l'honneur. C'est moi, ai-je dit. Papa, j'ai trouvé quelque chose. Ça continue. Silence, puis un soupir. Alors tu ferais mieux d'être prudente, Claire. Les hommes derrière tout ça ne se laisseront pas faire tranquillement cette fois. Je n'ai pas l'intention d'être tranquille non plus, ai-je dit. Il y avait de la fierté dans sa voix quand il a répondu. Alors, finis-le. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne laisse pas la vengeance voler ton honneur. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une restauration. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé la fenêtre sombre, mon reflet faible sur les lumières de la ville. Pour la première fois de ma carrière, j'ai compris ce que mon grade signifiait vraiment. Ce n'était pas de l'autorité. C'était de la responsabilité. Et demain, j'avais l'intention de l'utiliser. Je n'ai pas défoncé la porte. Je l'ai ouverte avec la procédure. La demande d'audit que j'avais déposée discrètement a été approuvée, tamponnée par un commis qui ne comprenait pas encore qu'il venait d'allumer une mèche. J'ai organisé un événement sur l'éthique et le patrimoine dans le hall d'honneur sous ma responsabilité, mi-formation, mi-reconnaissance. Les affaires publiques ont autorisé un petit groupe de presse. Des invitations ont été envoyées à des anciens combattants, à une association locale de mères de soldats tombés au combat et à la nouvelle promotion de recrues. J'ai ajouté un nom à la main, l'amiral, 2S, Marc J. Aumont. Avant la cérémonie, j'ai demandé au service juridique d'examiner un dossier destiné à l'inspection générale des armées. Le dossier contenait l'essentiel de ce que j'avais trouvé, sans pièces jointes classifiées ni sources qui pourraient compromettre des opérations en cours. La clé USB est restée enfermée dans mon coffre. Les noms que je ne pouvais pas étayer n'apparaissaient pas. Je n'étais pas là pour tout faire exploser. J'étais là pour mettre la vérité là où elle devait être. À 16 heures, le hall d'honneur s'est rempli lentement, des vétérans aux cheveux blancs ajustant leurs vestes, de jeunes marins chuchotant au fond, quelques journalistes griffonnant dans leurs carnets car nous leur avions demandé de laisser leurs caméras à la porte. Sur le mur, les vieux pavillons de campagne pendaient comme des témoins immuables. Au centre se trouvait la table en chêne. Le livre d'or attendait. Je me suis tenu au pupitre, les paumes à plat sur le bois, sentant le poids de tous ceux qui s'étaient tenus à cet endroit avant moi. Bonjour à tous, ai-je commencé. L'événement d'aujourd'hui porte sur deux mots que nous portons sur nos manches et que nous oublions parfois dans nos os, l'honneur et la vérité. Nous sommes ici pour nous souvenir de ce à quoi ils ressemblent quand ils sont unis. La salle s'est calmée. Les recrues au dernier rang ont cessé de s'agiter. J'ai présenté l'objectif déclaré, reconnaître un service exemplaire et renouveler nos engagements éthiques. Puis j'ai changé de ton. Nous sommes aussi ici pour restaurer une citation qui n'a jamais été délivrée. Elle appartient au capitaine de corvette Daniel Cartier, du renseignement naval, porté disparu en 1991. Un murmure a traversé la pièce comme une marée. Quelque part au centre, un vétéran s'est éclairci la gorge. J'ai lu le texte que j'avais reconstitué à partir des notes de mon père et des conclusions vérifiées des audits. Pas d'accusation, pas de politique, juste l'effet d'un refus. Un homme qui n'a pas voulu approuver des systèmes défectueux qui pourraient coûter des vies. Un homme qui a accepté une perte personnelle plutôt que de trahir le serment qu'il avait prêté. J'ai décrit le courage comme une décision silencieuse, répétée chaque jour, pas une cérémonie avec des trompettes. Les portes se sont ouvertes doucement au fond. L'amiral Aumont est entré dans un costume sombre, s'appuyant sur une canne. Il n'a pas essayé de s'asseoir. Il est resté dans l'allée comme s'il devait quelque chose à la salle. Peut-être que oui. J'ai continué à lire. Quand j'ai terminé, j'ai posé la citation sur la table en chêne à côté du livre d'or. Pour son intégrité sous pression, ai-je dit, pour avoir choisi le devoir de conscience plutôt que le devoir de convenance, nous affirmons et restaurons l'honneur du capitaine de corvette Daniel Cartier. Les applaudissements ont commencé timidement, puis ont pris de l'ampleur. J'ai laissé le son m'envahir, stabilisant ma respiration. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Il y a quelqu'un d'autre ici qui a porté une partie de ce poids, ai-je dit. Un homme qui a fait des choix qui ont violé les règles mais ont préservé une vie. Nous vivons avec la réalité qu'en temps de guerre comme en temps de paix, on nous demande de choisir entre des options imparfaites. Aujourd'hui, nous reconnaissons non seulement ce qui a été fait, mais pourquoi. Je me suis tourné vers l'allée. Amiral Aumont, mon amiral, voulez-vous vous joindre à nous? Il a boité jusqu'à l'avant.
Les recrues se sont redressées comme si un courant les traversait. Il s'est arrêté à la table, posant une main sur le bois comme pour demander la permission aux fantômes qui y étaient incrustés. Il a regardé le livre d'or. Puis moi, puis les recrues. J'ai échoué en beaucoup de choses, dit-il, la voix rauque, mais je ne trahirai pas la vérité une seconde fois. Il a pris le stylo, sa main a tremblé, et il a signé son nom sous la citation restaurée de mon père, non pas comme une approbation, ni comme une absolution, mais comme un témoin. La porte sur le côté s'est rouverte. 2 hommes en costume sont entrés, des observateurs des achats de la défense, annoncés sur le programme du jour comme si c'était la routine. L'un arborait un sourire crispé. L'autre tenait un dossier. J'ai reconnu le badge, vice-amiral Guillaume de Villiers. Il s'est avancé. Capitaine de frégate Cartier, dit-il, la voix trop douce. Vous avez organisé une cérémonie touchante, mais vous frôlez la diffamation. J'ai gardé ma main stable sur le pupitre. Aucun nom n'a été mentionné, mon amiral. Pour l'instant, a-t-il répliqué. J'ai fait signe au service juridique. Notre conseillère, une femme calme qui avait vu plus de tempêtes que son âge ne le laissait supposer, lui a tendu une seule page, une reconnaissance des faits déclassifiés et vérifiés. Une note indiquant qu'un examen de l'inspection générale allait s'ouvrir, un rappel que toute ingérence dans un audit légal serait signalée. De Villiers a lu, une expression se tordant juste assez pour trahir la panique. Vous jouez avec le feu, mon commandant. C'était aussi le cas des hommes qui ont expédié des systèmes défectueux, ai-je dit. Sauf qu'ils ont allumé la mèche sous les fils des autres. La salle est devenue si silencieuse que je pouvais entendre l'horloge dans le couloir. La mère de soldat au 2e rang a fixé de Villiers avec une expression que je n'oublierai jamais. Le deuil aiguisé en clarté. Il a tourné les talons. Les costumes sont partis sans un autre mot. Pas d'arrestation, pas de gros titres, juste une porte se refermant derrière un homme qui semblait soudain très petit. J'ai expiré lentement, puis j'ai fait face à la salle. Nous ne sommes pas ici pour faire tomber des tours, ai-je dit. Nous sommes ici pour redresser des poutres. Une pause. Puis j'ai prononcé les mots que j'avais répétés et que j'arrivais à peine à dire sans craquer. Il y a un invité de plus qui devrait être présent aujourd'hui, mais ne le peut pas pour des raisons de sécurité. Il vit tranquillement. Il a donné plus à ce pays que la plupart d'entre nous ne le sauront jamais. Il m'a demandé de vous dire une chose, l'honneur, ce n'est pas avoir raison. C'est rester fidèle quand ça vous coûte. J'ai pris le livre d'or. Le cuir bleu semblait chaud sous les lumières. Je l'ai tourné vers les recrues. Dans ce livre se trouvent les noms d'hommes et de femmes qui ont tenu bon. Je vous demande d'ajouter les vôtres aujourd'hui, demain, et chaque jour où vous porterez l'uniforme, par la façon dont vous agirez quand personne ne regarde. Un jeune marin au fond a levé la main, la voix mal assurée. Mon commandant, est-ce que l'honneur, ça veut dire pardonner? J'ai dégluti. Parfois. Surtout quand la vérité finit par se dresser. J'ai regardé Aumont. Il m'a regardé. J'ai levé la main pour saluer, non pas de subordonné à supérieur, mais de soldat à soldat. Il a rendu mon salut, les larmes aux yeux. La salle s'est levée avec nous, vétérans, recrues, la mère au 2e rang. Une vague de mains, un geste ferme qui disait « Nous y croyons encore ». Quand la cérémonie s'est terminée, les gens sont restés. Les journalistes ont posé des questions discrètes sur le patrimoine et la formation. Le service juridique a recueilli des déclarations pour l'inspection générale. Les recrues ont fait la queue pour toucher le livre d'or comme si c'était une chose vivante. Aumont a attendu que le hall se vide. Votre père aurait été fier, dit-il. Je pense qu'il vous dirait la même chose, ai-je répondu. Il a secoué la tête. Je ne mérite pas ça. Peut-être pas à l'époque, ai-je dit. Mais peut-être aujourd'hui. Il a hoché la tête une fois, un homme acceptant une peine commuée, non effacée. Il a posé sa paume sur le cuir bleu et a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu. Une prière ou un adieu. Ce soir-là, j'ai apporté une copie certifiée de la citation chez ma mère. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, sous la même faible lumière qui avait contemplé ma peur. Elle a pressé le bout de ses doigts sur le papier comme s'il pouvait s'envoler. Il dormira mieux, dit-elle. Moi aussi, ai-je répondu. Avant minuit, j'ai conduit seul jusqu'au front de mer. Le vent venait de l'eau, froid et pur. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la ligne sécurisée. Le sillage de l'honneur,
ai-je dit. C'est fait. La voix de mon père est parvenue, faible mais stable. J'ai entendu. Ils se sont levés pour toi aujourd'hui, ai-je dit. Et pour ce que tu as défendu. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Alors assure-toi qu'il continue de se lever quand ce ne sera pas populaire. Je le ferai, ai-je dit. Demain, nous commençons l'audit complet. Fais-le de la bonne manière, dit-il. Pas de raccourci, pas de trophée, juste la vérité. La ligne a été coupée. Je suis resté là, le téléphone se refroidissant dans ma main, l'eau sombre bougeant comme un cœur géant et patient. Quelque part au large, un petit bateau nommé le Sillage de l'Honneur montait et descendait au même rythme. Je suis rentré chez moi et j'ai dormi pour la première fois depuis des jours. Non pas parce que le combat était terminé, mais parce que la ligne de départ était enfin derrière moi. 2 jours après la cérémonie, la base semblait étrangement paisible. La nouvelle n'avait pas encore fait les gros titres. Les journalistes avaient écrit des articles mesurés sur l'intégrité, l'uniforme et l'hommage aux héros oubliés. Rien qui ne criait au scandale. Mais sous le calme, je sentais un mouvement. Des emails arrivant à des heures indues. Les bureaux d'audit demandant des clarifications discrètes. Des gens parlant à voix basse à la cafétéria. Le système bougeait, centimètre par centimètre, comme les montagnes bougent avant que quiconque ne le remarque. Je m'attendais à une réaction violente. Au lieu de cela, ce fut de la gratitude. Des messages anonymes d'officiers d'active, de personnel à la retraite, même de quelques civils qui avaient servi sous le commandement de mon père des décennies auparavant. Il m'a appris que le devoir sans conscience n'est que de l'obéissance. Vous nous avez rappelé pourquoi nous portons cet uniforme. C'était à la fois touchant et lourd. Puis un matin, j'ai trouvé une petite enveloppe sur mon bureau. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une écriture nette et délibérée. À l'intérieur, une seule ligne sur du papier blanc, dit la vérité, mais laisse-la guérir. Pas de signature, pas de menace, pas d'accusation. Juste ça. J'ai reconnu la tournure, la façon de mon père de dire au revoir. Cet après-midi-là, je me suis de nouveau promené dans le hall d'honneur. Le livre d'or était ouvert à la page avec sa signature à côté de celle d'Aumont. J'ai passé ma main sur le cuir, sentant les sillons du stylo sous mes doigts. Ça ne faisait plus mal de le regarder. Cela semblait achevé. Mais les fins ont une étrange façon de devenir des commencements. Plus tard cette semaine-là, l'examen préliminaire de l'inspection générale a atterri sur mon bureau. La lettre de couverture était brève. Enquête acceptée. Investigation plus approfondie en attente. Conclusion à partager avec la sous-commission du Parlement sur l'éthique de la défense. C'était là. Une fissure de lumière à travers 30 ans de pierre. Pourtant, je savais qu'il ne fallait pas célébrer. Dans l'armée, la justice bouge rarement vite. Elle bouge avec prudence, et parfois pas du tout. Mais la prudence suffisait. Cela signifiait la fin du silence. Ce week-end-là, je suis retourné à Sète. Le port de Plaisance semblait plus petit cette fois, peut-être parce que les fantômes l'avaient quitté. Le bateau, le Sillage de l'Honneur, était amarré proprement au quai, se balançant doucement sous le soleil de l'après-midi. Mon père était assis à la proue, lisant un journal avec une tasse de café noir à côté de lui. Il a levé les yeux et a souri. « Je ne pensais pas que tu reviendrais si tôt. »« Je le devais, ai-je dit. L'enquête est officielle maintenant. » Il a hoché la tête, pliant le journal. « Alors je suppose que la vérité a ses ordres. » Je me suis assise à côté de lui. « Ils ne te nommeront pas publiquement. Tu resteras protégé. »« Bien, dit-il. C'est suffisant. » Nous avons regardé l'eau un moment. Un couple de dauphins a fait surface au loin, apparaissant et disparaissant comme des signes de ponctuation dans une longue phrase patiente. « Papa, ai-je dit doucement. Aumont n'a pas survécu. Il n'a pas demandé comment je le savais. Il a juste hoché la tête une fois, les yeux fixés sur l'horizon. Il a fait ce qu'il était censé faire. Nous l'avons tous fait, à la fin. Je lui ai parlé de la cérémonie, des recrues, des applaudissements, de la mère qui avait perdu son fils mais qui a quand même salué, de l'amiral qui est sorti sans un mot. C'est drôle, dit-il. On passe nos vies à combattre des ennemis de l'autre côté des océans, mais parfois, la vraie bataille se livre juste de l'autre côté du couloir. J'ai souri tristement. Peut-être que l'océan est plus facile. Il a ri,
un rire calme et chaleureux. Tu as toujours été plus courageuse que moi, tu sais. Je me suis caché. Toi, tu t'es levé. J'ai eu ton exemple, ai-je dit. Il a tendu la main et a serré la mienne. Non, tu as eu mes erreurs. Tu les as juste transformées en quelque chose de meilleur. La marée a changé, clapotant contre la coque. Le son était doux, rythmé, comme une respiration. Nous sommes restés comme ça un moment. 2 soldats, 2 générations, 2 guerres différentes menées sous le même nom. Le silence entre nous n'était plus vide. Il était plein de tout ce que nous n'avions pas dit et de tout ce que nous n'avions pas besoin de dire. Alors que le soleil commençait à se coucher, il a dit, « Je pense vendre le bateau. » Je me suis tourné vers lui. Pourquoi? Parce qu'il est temps d'arrêter de fuir. Il sourit faiblement. Et puis, je pense qu'il appartient à de meilleures mains. Il m'a tendu une petite clé en laiton. Un seul mot y était gravé, honneur. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Sur la route du retour vers le nord, la radio jouait une vieille chanson de Sinatra que ma mère fredonnait en cuisinant. He did it my way. J'ai ri doucement, puis j'ai murmuré, on l'a bien fait à notre manière. Les semaines ont passé. Les rapports d'audit sont arrivés, chacun étant une suture réparant une blessure ouverte depuis des décennies. Des noms ont fait surface. Certains ont pris leur retraite discrètement. D'autres ont fait face à des enquêtes. Aucun ne pouvait plus prétendre à l'ignorance. Au briefing de commandement suivant, mon supérieur m'a demandé si j'avais quelques mots de conclusion pour l'équipe. J'ai regardé autour de la table, des jeunes visages, certains à peine plus âgés que moi quand mon père a disparu. Justin, ai-je dit. Si jamais vous vous retrouvez à choisir entre vos ordres et votre conscience, souvenez-vous de ceci, l'uniforme ne définit pas votre honneur. C'est vous qui le faites. La salle est restée silencieuse un long moment. Puis quelqu'un a hoché la tête. Un autre a suivi. Quelques-uns ont pris des notes. Et c'était assez. Ce soir-là, j'ai téléchargé la citation restaurée dans les archives du patrimoine interne de la base. Dans la section des commentaires, j'ai ajouté une ligne, « La vérité n'expire pas. Elle attend les bonnes mains. » Quand j'ai quitté le bureau, les étoiles brillaient sur le port. Je me suis tenu près du quai, regardant la ligne sombre de l'horizon, et j'ai pensé à chaque personne qui s'était tenue entre le bien et le mal, et avait choisi le chemin le plus difficile. Mon père, Aumont, peut-être même moi. La mer était calme. Quelque part au large, un petit bateau s'y déplaçait, libre et sans peur. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai resserré mon manteau et j'ai murmuré au vent, pour chaque nom qu'ils ont essayé d'effacer, nous nous souvenons. Puis je me suis retourné, j'ai marché vers les lumières de la base, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. À ceux qui écoutent maintenant, peut-être avez-vous porté votre propre silence. Peut-être y a-t-il une vérité que vous avez gardée pliée parce que vous pensiez que le temps la rendrait plus légère. Ce n'est pas le cas. Mais la partager, même tardivement, peut transformer la douleur en un but.